et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer à la grammaire pour l'oral du bac de français. Beaucoup de personnes négligent la grammaire et c'est parce qu'ils comprennent pas et ils se disent que comme c'est que sur 2 points, c'est pas très grave. Autant aller chercher tous les points possibles et la grammaire, si on comprend, on peut essayer de gratter 1 point et demi, voire 2 points. Donc ce serait dommage de ne pas essayer. Donc je me suis munie d'un tableau, je suis trop contente d'avoir un tableau. J'ai mon tableau et je vais essayer de vous expliquer rapidement la grammaire en fait qu'il faut savoir pour l'oral. Donc cette année, il y a trois points importants. Il y a les propositions subordonnées, la négation et l'interrogation. Donc je vais vous expliquer ça vite fait. Et à la fin de la vidéo, vous saurez tout et vous pourrez aller faire votre oral tranquillement. On va commencer par les propositions subordonnées. Vous allez voir, c'est simple. Une proposition subordonnée, c'est quoi? Une proposition, déjà, c'est un bout de phrase avec un verbe. Voilà. Donc quand il y a un verbe, par exemple, je mange, bah il y a une proposition parce qu'il y a je mange. Mais si vous avez je mange parce que j'ai faim, j'ai verbe avoir, c'est un deuxième verbe. Donc on a 2 propositions ici. Je mange parce que j'ai faim. Sur cette phrase, on a 2 propositions. On a la proposition 1, je mange, et la proposition 2, parce que j'ai faim. Alors sur ces 2 propositions, il y a une proposition subordonnée, c'est-à-dire une proposition qui va compléter la première. Souvent, dans 80% des cas, la proposition subordonnée, c'est la deuxième. Donc la proposition ici principale, donc la principale quoi, c'est je mange. Et la proposition subordonnée qui va compléter la principale, c'est parce que j'ai faim. Donc parce que j'ai faim, ça nous donne une information sur la première proposition. C'est bien beau d'avoir des propositions subordonnées, mais il y a plusieurs types de propositions subordonnées. On a les propositions subordonnées relatives, complétives et circonstancielles. Vous allez voir, c'est en fait assez simple de les distinguer. Donc ici, on a une phrase « Je raconte l'aventure que j'ai vécue ». Donc on a la proposition principale. Je raconte l'aventure, pardon. Je raconte l'aventure, c'est la principale. La subordonnée, c'est que j'ai vécu. Alors ici, la subordonnée, c'est une subordonnée relative. Que j'ai vécu, c'est relative. Les subordonnées relatives, c'est des subordonnées qui vont compléter une information, qui vont compléter un antécédent dans la première phrase. Vous allez me dire, les subordonnées vont toutes compléter un truc. Mais l'antécédent, ça va être ici, soit un groupe nominal, soit un nom. Mais en tout cas, pas un verbe. Vous allez voir, c'est important. Que j'ai vécu, en fait, qu'est-ce qu'on a vécu, quoi? Enfin, c'est quoi que j'ai vécu? Bah, en fait, ça parle de l'aventure. C'est l'aventure que j'ai vécue. C'est pas je raconte que j'ai vécu. L'information que j'ai vécue, enfin, la subordonnée ici nous donne une information sur l'aventure, sur le groupe nominal ou sur le nom, et pas sur raconte, le verbe. Et on a aussi les subordonnées complétives. Bonjour, c'est la monteuse et il y a eu un problème sur les complétives, donc je vous refais un petit résumé rapide, surtout qu'en plus j'ai parlé pendant 3 heures sur la vidéo. Bref, donc une complétive, ça complète une information sur le verbe dans la principale. Je vais vous donner plusieurs exemples. Je pense qu'il s'enfuit. Donc qu'il s'enfuit, c'est bien une complétive puisque ça complète ce que je pense. Donc le verbe, ça donne une information en plus sur ce qui se passe dans je pense quoi. Ou pareil, je veux qu'il s'enfuit, ça marche beaucoup avec les verbes de modalité, je pense, enfin je veux. Et j'attends que tu partes. Et vous remarquez aussi qu'il y a beaucoup de subjonctifs, donc faites attention, vous pouvez aussi le relever quand vous faites une analyse. Donc dans les complétives, il y a 3 sortes de complétives. Les plus courantes, c'est les conjonctives, c'est les complétives entre guillemets normales. Et après, il y a les complétives infinitives, donc quand il y a un verbe à l'infinitif, c'est assez facile à repérer. Et les interrogatives indirectes, donc quand il y a une interrogation dedans. Mais voilà, ça c'est surtout en lien aussi avec l'interrogation qu'on verra juste après.
Voilà, désolée pour ce montage de mauvaise qualité, hein. Je crois que j'ai le prix de la meilleure monteuse de l'année, vraiment c'est n'importe quoi. Allez, bonne suite de la vidéo. Pourquoi on dit subordonné circonstanciel? Tout simplement parce que c'est des compléments circonstanciels. Complément circonstanciel, ça va répondre à une indication sur le temps, le lieu, la cause. Elle ne mange pas parce qu'elle est punie. C'est très triste. On a notre principale ici, et parce qu'elle est punie, ça va être une circonstancielle. Pourquoi? Parce qu'elle répond à la question de pourquoi. Elle ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'elle est punie. Et c'est en se posant ce genre de questions, pourquoi, quand, comment, qu'on se rend compte que c'est une circonstancielle. Pour différencier les complétives et les circonstancielles, moi je fais quelque chose qui est très très simple. Donc je vous avais dit complétive, ça complète le verbe. Et là, parce qu'elle est punie, on est d'accord que ça complète aussi manger en fait. Elle ne mange pas parce qu'elle est punie. C'est aussi une information sur le verbe. Donc comment on fait? En fait, on va trouver en se posant une question. Je suis désolée si j'écris mal. Normalement j'écris pas comme ça, mais là c'est sur un tableau. Donc, je pense, principal, que mon père est parti, subordonné. Sur les deux phrases, on va se poser une question qui est issue de la logique. Elle ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'elle est punie. Ici, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi. Ici, je pense quoi? Que mon père est parti. On ne s'est pas posé la même question. On ne s'est pas dit je pense pourquoi que mon père est parti. On a posé la question je pense quoi que mon père est parti. Et je pense que vous vous en doutez, quand on se pose la question quoi, c'est que c'est un COD. Donc là c'est la fonction. Et une circonstancielle n'est pas COD. Elle est complément circonstanciel, mais pas COD. On va tout résumer. Alors, le jour de l'oral, si on vous pose une question sur les propositions subordonnées, concrètement, qu'est-ce qu'il faut dire pour avoir les points? Tout d'abord, il faut distinguer la subordonnée de la principale, comme ce que j'ai fait au début. Je mange parce que j'ai faim. Je mange, c'est la principale. Parce que j'ai faim, c'est la subordonnée. Ensuite, par quoi est-elle introduite? Alors ça, je ne vous l'ai pas trop dit. Quand vous avez une proposition subordonnée, elle peut être introduite par un mot. Par exemple, parce que j'ai faim. Parce que introduit la subordonnée. Et donc là, ici, parce que, qu'est-ce que c'est? C'est alors en fait, c'est une locution de subordination. C'est comme une conjonction de subordination, sauf qu'il y a deux mots. J'ai l'impression que c'est hyper compliqué ce que je suis en train de raconter. Donc ça peut être introduit par une conjonction de subordination, par exemple, que, car, voilà. Ou par un pronom relatif. Alors en fait, que peut aussi être un pronom relatif. Sauf que pronom, du coup, ça se rapporte à une personne. L'aventure que je raconte, que c'est un pronom relatif puisqu'il reprend l'aventure. L'aventure que je raconte, que c'est l'aventure je raconte, mais que, parce qu'il faut mettre un truc, sinon ça n'a pas de sens dans la langue française. Donc voilà pour ça. Ou sinon un mot interrogatif, par exemple, je me demande qui est son ami. Bah, qui c'est un pronom interrogatif. Puis la nature de la subordonnée, donc c'est ce qu'on a vu. Est-ce que c'est une relative, une complétive ou une circonstancielle? Complétive, après il y a infinitive, etc. Mais ça, c'est rare quoi. Mais quand même, gardez ça en tête. Et circonstancielle, voilà. Donc évidemment après, si on a la nature, cette phrase elle a aussi une fonction. Enfin cette phrase. La proposition elle a une fonction par rapport à la principale. Je mange parce que j'ai faim, je mange pourquoi je mange, parce que j'ai faim, c'est donc un complément circonstanciel. Donc il y a beaucoup de compléments circonstanciels de cause, de but, de concession, de temps, de lieu. Ou une fonction épithète, alors c'est surtout pour les relatives. Je raconte cette aventure que j'ai vécue. Cette aventure donc, que j'ai vécue, c'est la subordonnée relative qui complète l'aventure. Et donc ça a une fonction épithète qui complète en fait une information sur aventure. Et
COD, souvent c'est pour les complétives, puisqu'on a dit qu'elle complétait un verbe, et quand on complète un verbe, souvent on met un COD. Voilà pour les subordonnés. Maintenant, je crois qu'on a fait le plus dur, maintenant on va passer à l'interrogation. Je me suis dit que j'irais plus vite là-dessus, parce que sinon ça va vous embêter, vous n'allez pas rester. Donc, si on vous pose une question sur l'interrogation, comment avoir les points, mince, on va peut-être garder ça. Comment avoir les points? Eh bien, déjà, il faut dire si c'est une interrogation directe ou indirecte. Une interrogation directe, c'est l'interrogation où il y a le point d'interrogation à la fin de la phrase. Es-tu là? Il y a le point d'interrogation, c'est l'interrogation directe. Les interrogations indirectes, c'est des interrogations qui se font par le biais d'un verbe qui se pose une question. Je me demande si tu es là. On n'a pas de point d'interrogation, mais c'est quand même une question parce que la demande, donc se demander, ou je me questionne sur la vie, ce genre de choses. Ces verbes-là, ça fait des interrogations indirectes. Donc direct, il y a un point d'interrogation, sinon c'est indirect. Puis, est-ce que c'est une interrogation partielle ou totale? C'est un peu comme les questions ouvertes ou les questions fermées. Interrogation partielle, du coup, ce serait l'équivalent d'une question ouverte. Quel est ton nom? On peut répondre à plein de choses. Je m'appelle Joséphine, je m'appelle Marianne, je m'appelle Thibaut. C'est les premiers prénoms qui me sont venus, par exemple. Donc ça, c'est une question partielle, puisqu'on peut répondre à plein de choses, question ouverte. Et une interrogation totale, c'est une interrogation où on peut répondre que par oui ou par non. Tu vas bien? Oui, non. Quand on nous dit tu vas bien, on ne va pas répondre je m'appelle Marianne. Non, tu vas bien? Comme si, comme ça, on peut dire ça, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Puis, il faut analyser le mot qui introduit l'interrogation. Il y a plusieurs mots qui peuvent introduire l'interrogation, des pronoms, des déterminants ou des adverbes. Un pronom, par exemple, qui est là? Que venez-vous faire ici? Un déterminant, quelles sont vos motivations? Et un adverbe, comment as-tu su où je me trouvais? Bon, voilà. Voilà, donc ça c'est important. Et ensuite, il faut que vous relevez s'il y a une inversion sujet-verbe, qui est aussi une marque de l'interrogation. Donc par exemple, es-tu là? J'ai inversé le sujet et le verbe. Parce que tu es là, c'est moins soutenu. Donc souvent dans la littérature, il y a tout le temps des inversions sujet-verbe. Et si c'est une question rhétorique. Une question rhétorique, c'est une question qui ne nécessite pas de réponse. C'est un peu une question, mais affirmative. Par exemple, quelqu'un fait une bêtise et vous lui dites « mais tu es folle ». C'est pas une question, la personne ne va pas vous dire « oui, je suis folle ». Mais c'est une évidence en fait, « oh, tu es folle », mais c'est posé comme une question. Donc ça, c'est une question rhétorique. Et pareil, dans la littérature, il y en a beaucoup. Nous passons maintenant à la négation. Et la négation, au début, je trouvais ça dur, et puis en fait, plus je le fais, plus je trouve ça simple, mais je trouve ça quand même un peu dur parce que des fois, c'est un peu contre-intuitif. Alors, pour avoir les points, tout d'abord, il faut trouver si c'est une négation lexicale ou syntaxique. Une négation lexicale, c'est une négation qu'on va retrouver dans le champ lexical. Par exemple, c'est impossible. En fait, on a le préfixe imp qui va au contraire de possible. Donc on a c'est possible et c'est impossible, donc c'est l'inverse, donc c'est une négation lexicale, c'est une négation dans le mot. Les négations lexicales, il y en a très peu. Nous, dans les exercices qu'on a fait, il n'y en avait quasiment pas, donc il y a peu de chances que ça tombe, mais voilà. Et sinon, négation syntaxique, bah, c'est la négation entre guillemets basique qu'on connaît, c'est ce n'est pas possible, donc avec n'est pas, enfin n apostrophe ou ne pas, avec en fait ce ne pas qui, juste après, il faut le définir. Si c'est une locution adverbiale ou un adverbe, en fait c'est la même chose. La locution adverbiale, c'est ne pas, parce qu'il y a deux mots, donc on dit locution adverbiale. Et s'il n'y a que ne, c'est je ne dors. Bon, j'ai pas d'exemple ici, mais des fois il n'y a que un ne, on ne sait pas pourquoi. Bah, du coup on dit que c'est juste l'adverbe, puisqu'il est tout seul. Mais quand il y en a deux, on dit locution adverbiale. Mais vous pouvez dire l'adverbe en vrai, ça ne va pas changer grand chose. Mais c'est pour montrer que vous avez du vocabulaire et que vous savez bien parler le français. Voilà. Puis alors c'est là que le truc est complètement contre-instinctif je trouve et où je me suis foirée à mon oral blanc. Si c'est une négation totale ou partielle. Alors, une négation totale, pour résumer, c'est quand vous avez soit ne pas, soit ne point. Et c'est une négation sur toute la phrase. Cependant, une négation partielle, c'est quand vous avez ne rien, ne plus, ne jamais, ce genre de choses.
Et moi je me suis dit, bah ne jamais, en fait jamais c'est encore plus fort que pas, c'est jamais. Bah en fait non, du coup c'est partiel, parce qu'en fait ça porte sur l'inverse de toujours. Ne rien, par exemple, ça donne l'idée qu'avant il y avait quelque chose et que maintenant il n'y a plus rien, du coup c'est partiel. C'est complètement contre-instinctif, je vous l'accorde, mais rappelez-vous qu'en gros c'est total s'il y a ne pas, ne point, et le reste du temps, ne rien, ne plus, ne jamais, ne... j'ai pas d'autres exemples, mais quand il y a en fait autre chose que pas, point, souvent c'est partiel. Et enfin, petite info que nous a donné notre prof, c'est pas indispensable, mais ça, je pense, vous rajoutera des points, si vous avez fait une erreur quelque part ailleurs par exemple. Juste donner une sorte de fonction du nœud et du pas. Donc le nœud c'est un discordantiel et le pas c'est forclusif. C'est compliqué à expliquer, mais en gros c'est leur fonction de négation, quoi. Le nœud c'est le début de la négation et le forclusif c'est la fin de la négation. Voilà, après c'est pas obligé de mettre ça, mais si vous pouvez le sortir en soi, ça vous fera gagner des points. Et voilà, cette vidéo est finie. Je vous ai donné les éléments principaux pour avoir les points de grammaire. Et si vous y mettez juste un peu du vôtre, normalement vous allez réussir à gratter des points. Bah, justement pour mon oral blanc, je suis tombée sur la négation, c'est le truc que j'avais pas bossé. J'ai quand même réussi à avoir 1 point sur 2 parce que j'ai sorti des trucs discordanciels, forclusifs. Ils se sont dit oula, celle-là elle s'y connaît. Et voilà, j'ai au moins eu 1 point, donc voilà, je suis quand même contente. Voilà, je vous dis ciao. Ce sera ma dernière vidéo qui concerne le bac de français, puisqu'après j'aurai passé mon oral tout simplement. Et donc voilà, donc restez sur ma chaîne, hein, je vais sortir d'autres vidéos qui concernent d'autres choses. Et puis à la rentrée 2023, je repartagerai des informations sur mes cours, sur mes méthodes de travail, sur comment je travaille, des study with me, etc. Donc restez ici et passez de bonnes vacances.